Hello, bonjour à toutes. Bienvenue, bienvenue en ce vendredi sur notre nouvelle conférence qui va mettre un petit peu, sans doute, de grain à moudre dans votre façon de voir les choses. L'autorité, c'est vraiment un... L'autorité, le respect, c'est vraiment des mots que j'entends très régulièrement qui qui posent beaucoup de problèmes, qui interroge énormément, qui culpabilise, qui donne honte, qui fait plein de... Il y a plein de choses qui font que qu'on se sente parfois pas à la hauteur parce que, en fait, on a reçu des idées, on a entendu des tas de choses sur l'autorité. En attendant, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Bonjour Cynthia, Célia, Brigitte, euh, Bonjour. Catherine, je ne sais pas qui est-ce, Marielle. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette conférence. Alors, j'ai déjà mis l'enregistrement. Oui, ça, c'est bon. Voilà, donc on va attendre encore une petite minute, voir s'il y a d'autres mamans qui arrivent. Je ferai un petit sondage dans le groupe, savoir si vous préférez le midi ou le soir. Bon, cette semaine, le soir, c'était pas possible. J'avais déjà plusieurs choses de prévues, donc je voulais quand même faire cette conférence, ne pas perdre le lien, ne pas perdre le fil avec vous toutes. Voilà, ben, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me dire dans le chat si ça va. On est bientôt en vacances, enfin c'est bientôt le début des vacances scolaires. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les 2 dernières semaines avant les vacances, c'est systématique, c'est beaucoup plus difficile le réveil, beaucoup plus difficile le coucher, beaucoup plus de moments de tension. On sent la fatigue qui est là et qui commence à peser sur le moral, sur les relations. Voilà, je trouve que les temps de vacances sont toujours bienvenus me concernant. Ok, bah oui, c'est pareil à la maison. Vivement les vacances. Oui, oui, c'est ça. C'est assez symptomatique. On vit toujours à peu près les mêmes rythmes. Je pense que 5, 6 semaines pour des enfants ou même des personnalités neuroatypiques. Vous savez, genre, on en a, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé lors d'échanges ou pendant une conférence, mais il y a un système qui est toujours en vague quand on est neuroatypique. Et donc, il y a des moments où on est haut, il y a des moments où on est bas, il y a des moments où on est quand même dans une dynamique où c'est relativement calme, mais ces variations sont pas évidentes à gérer. Et quand les enfants sont à l'école, bah, en fait, il y a toujours la reprise qui est une vague plus ou moins de haut, et puis ça tend à descendre, descendre, il y a ce plateau, et puis à un moment donné, il y a la chute. C'est inévitable en fait. C'est un fonctionnement cérébral, c'est inévitable, et c'est pour ça que je pense qu'être bien préparé, anticiper, avoir l'habitude des rythmes, c'est très important pour nous les mamans. Ça nous évite de se prendre les choses de plein fouet et de subir de subir en fait ce qui nous arrive. Vraiment anticiper, préparer, c'est tout à fait possible. Il faut juste apprendre à gérer ces vagues. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est sympa à vivre, mais en tout cas, on est plutôt dans une dynamique où au moins on ne subit plus, on est prévenu de ce qui se passe. Voilà, c'est une petite aparté. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est toujours très fort et très lié en fait aux challenges qui nous sont amenés par le TDAH et par le TOP. Donc l'autorité, le respect, c'est vraiment des choses dont on entend parler, autour de nous, dans notre environnement, pour nous-mêmes. Quand on devient parent, en fait, il y a euh,
notion d'autorité et de respect qui est très, très fortement, en fait, ancrée en nous. Moi, j'ai envie de vous poser cette première question, en fait, qui est une question un peu piquante, effectivement, pour vous faire un peu réagir, bien entendu. C'est, est-ce que, et si notre manière d'imposer l'autorité à nos enfants n'était pas vraiment un signe de force? Parce qu'en fait, on pense qu'être autoritaire ou avoir de l'autorité, parce que c'est souvent ce qu'on reproche à nous, les mamans, n'est-ce pas? On n'est pas assez autoritaire, on laisse tout passer à nos enfants. C'est à cause de ça qu'ils sont comme ça. Enfin bon, tout est de notre faute, mais surtout, c'est la faute au fait qu'on ne soit pas suffisamment autoritaire, qu'on ne sache pas suffisamment poser notre autorité. Moi, pour moi, en fait, être autoritaire, c'est pas un signe de force, en fait. Ce que je reconnais, ce que j'ai reconnu dans mon autorité, dans ma façon de gérer les choses à l'époque, c'est qu'en fait, j'étais drivée, j'étais conduite par mes peurs. Et donc, être autoritaire, imposer mon autorité, apaiser mes peurs. Donc, quand on est parent d'un enfant TDAH, top, avec des troubles 10, hein, c'est pareil, je veux dire, c'est la même chose, hein, c'est un trouble du neurodéveloppement. Eh bien, il faut qu'on revoie complètement notre copie sur l'autorité. Parce que sinon, en fait, c'est le propos hein, avec Cynthia aujourd'hui, c'est qu'en fait, on alimente les conflits, on alimente la fatigue et on crée de la perte de lien. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, on est bien d'accord. Et être autoritaire, c'est une croyance, et puis c'est ce qu'on nous répète tout le temps. Donc, on pense que c'est ce qui va amener nos enfants au but. Alors, pour moi, aujourd'hui, ça vaut autant que pour les neuroatypiques que pour les neurotypiques, hein. Mais pour nous, ça a un impact encore plus grand parce que le fonctionnement cérébral de nos enfants est différent. Il ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, comme ce mode de fonctionnement est différent, eh bien, l'éducation, l'autorité telle qu'elle est communément entendue, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Personnellement, voilà, j'ai un avis très tranché là-dessus, qui est le mien, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne. C'est juste que c'est l'avis commun. Et donc, comme c'est l'avis commun, on estime que c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez ce que j'entends par là? Donc, pour moi, en fait, il existe une différence entre autorité et autoritarisme. L'autorité, pour moi, c'est quelque chose de sain. C'est un cadre stable, un cadre sécurisant, un endroit où, en fait, pour moi, l'autorité, ça s'apparente quasiment plus aux valeurs qu'on a, aux valeurs qui sont qu'on a envie de véhiculer à nos enfants. Mais c'est surtout on est stable et nous, on est sécurisant dans ce qu'on va apporter à nos enfants. Donc, comment on va alimenter, donc comment on va nourrir nos enfants dans leur, euh, dans leur vie quotidienne, en fait. L'autoritarisme, ce que je pense on confond souvent avec l'autorité, ce sont des réactions qui sont guidées par les peurs et donc qui amènent aux cris, aux punitions disproportionnées, aux menaces, n'est-ce pas? Donc, ou aussi dans des déclencheurs quand on est dans une relation de conflit ou d'agacement, et ben forcément, on va vouloir montrer notre autorité. Donc, on va dire on se place à égalité avec nos enfants. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on a le sentiment que nos enfants prennent le dessus sur nous. Et donc, cette prise de dessus, elle doit ne pas exister selon nos codes. Donc, on va monter nous-mêmes le volume par rapport à cela. Mais quand on est dans cette escalade-là, ni l'un ni l'autre n'est raisonné, n'est raisonnable, en fait. Donc, il y a vraiment pour moi une différence entre l'autorité où à un moment ou à un autre, il y a un cadre qui doit être respecté pour effectivement mettre en sécurité, mais ne pas comprendre une attitude de notre enfant ou estimer que elle n'est pas, c'est pas ok comment il me parle, que il n'a pas à dépasser, à dire ça, à faire comme ça, à faire comme ça. Donc du coup, monter
au-dessus de ce qu'on estime avoir été bafoué, c'est exactement en fait ce qui génère soit une alimentation du conflit, soit une augmentation du trouble chez nos enfants. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que je sais que souvent, on va me dire, oui, mais bon, à un moment donné, c'est pas tolérable. Il m'a dit ça, il a réagi de cette manière-là, c'est pas tolérable, je peux pas accepter ça. Alors, quand on dit il a dit ça, est-ce que c'est il, lui, votre enfant, l'enfant, ou est-ce que c'est une manifestation de son trouble? Donc, il y a toujours cette histoire de frontière aussi qui est difficilement compréhensible pour les parents, effectivement en lien avec l'autorité. Mais en fait, il n'y a pas de frontière. Il y a votre enfant, vous, le trouble. Le trouble, c'est un dysfonctionnement qui fait que les réactions de votre enfant ne sont pas OK. Mais ce n'est pas lui directement. Lui, la plupart du temps, voire tout le temps, il est victime de ses propres réactions. Donc, en fait, quand vous montez votre autorité, quand vous allez sur votre autorité, quand vous êtes vraiment impacté, parce que c'est vrai, c'est impactant, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pas OK, on se prend des noms d'oiseaux, il y a des comportements qui ne sont pas OK, mais ce ne sont pas des comportements maîtrisés. C'est quelque chose que l'enfant, l'adolescent, à ce moment-là, ne maîtrise pas encore. Et donc, si on veut être en conflit par rapport à ça, si on estime qu'il faut corriger. Ouais, c'est ça. Si on estime qu'il faut corriger ça, dans la tête de l'enfant ou de l'adolescent, c'est qu'on veut le corriger lui personnellement. Et donc, on rentre dans ce conflit et dans cette incompréhension. Parce que c'est ça souvent qu'ils vous disent, tu ne me comprends pas, tu ne m'entends pas. Parce qu'en fait, eux, ils ne maîtrisent pas la situation. Donc, nous, on a quand même plus ou moins le devoir, l'obligation d'apprendre à nous maîtriser, à bien faire la part des choses pour que notre autorité puisse s'entendre et qu'on puisse retrouver à un moment donné l'harmonie. Donc, il faut faire très attention aux déclencheurs, aux petits, parce que eux, ils nous déclenchent. Ils sont énervés, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Par exemple, ils ont reçu, ils ont reçu un cadeau, ça fonctionne pas comme ils le veulent, il y a un souci, ils s'énervent, on a envie de les aider. Et puis en fait, ils n'ont pas vraiment envie de notre aide parce que en fait, c'est surtout la frustration qui se manifeste. Donc, ils savent qu'ils vont devoir réattendre pour pouvoir utiliser ce jeu, par exemple. Et donc, nous, il va nous dire, non mais je m'en fous, je veux pas te voir, ou ça m'intéresse pas que tu m'aides. Donc, nous, on va être piqué au vif en disant, mais attends, ça fonctionne pas comme ça. Alors là, je le dis avec des mots OK, parce que je n'ai pas forcément tout de suite le vocabulaire qui va, le vocabulaire grave qui va venir pour moi. Mais en tout cas, nous, on va se dire, donc s'il nous a manqué de respect, l'idée c'est, tu m'as manqué de respect, donc à ce moment-là, je vais commencer à t'expliquer que c'est pas OK. Et puis moi aussi, je vais commencer à te dire des choses désagréables. Tu fais jamais ci, t'es pas comme ça, c'est toujours la même chose avec toi, blablabla, blablabla. Et en fait, ces choses désagréables vont continuer à nourrir le trouble, donc la situation. Et donc, en fait, là, ça peut se retrouver en explosion totale, en cris, en pétage de plomb, etc., etc. Quand ça se passe comme ça, donc, on a, quand il y a le conflit, il y a toujours deux personnes. La seule différence, c'est que quand vous vous retrouvez avec un conflit TDAH top, il y a aussi ce côté, je veux gagner, je veux prouver que j'ai raison en tant qu'adulte et que le comportement n'est pas OK. Donc, on ne combat pas. On ne combat pas le trouble. On ne négocie pas avec le GIGN. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Le trouble gagne toujours. Mais en fait, vous confondez le trouble et votre enfant. Donc, en fait, vous pensez que c'est votre enfant qui gagne toujours et donc que vous perdez votre autorité. En fait, le gagnant, c'est le trouble et ce sera toujours lui tant que vous continuez à alimenter la chose et à confondre enfant, trouble et vous.
et à associer en fait l'enfant à son trouble. L'enfant n'est pas son trouble. Le trouble, c'est une manifestation de quelque chose qui vit en lui et qu'on peut apprendre à transformer. Donc souvent, en fait, notre autorité, telle qu'on l'aperçoit au démarrage, elle est guidée par la peur. C'est ce que je vous disais au démarrage. J'espère que c'est clair pour vous, que vous êtes bien concentré sur ce que je vous explique. Ce que je vous explique, c'est pour vous faire prendre conscience. Vous allez toujours l'adapter à qui vous êtes, comment fonctionne votre famille. C'est pas une science exacte, c'est juste une façon de vous faire prendre conscience de certaines dynamiques que vous avez et que vous pouvez transformer. Donc, la peur, c'est quoi? En fait, c'est que quand il y a des crises, quand il y a des histoires, quand il y a des manifestations de tout ça, on projette nos enfants dans des situations adultes, dans sa vie future. Et donc ça nous angoisse encore plus. Et du coup, on estime que forcément, notre autorité n'est pas assez forte. Et donc, on continue à alimenter cette histoire d'autorité dans notre tête et ou de respect. Donc, si on prend les écrans, par exemple, les écrans, ça c'est vraiment le truc, tout le monde est vent debout contre les écrans, c'est une catastrophe, et en plus avec des enfants neuroatypiques, vu que c'est une source de dopamine infinie, et ben forcément, il y a l'attirance pour les écrans. Donc moi, j'entends beaucoup, mes enfants sont addicts, c'est une addiction, c'est une addiction, c'est une addiction. Une addiction, ça vient avec le temps. Une addiction, c'est quelque chose dont on ne peut vraiment pas se passer. Donc, c'est plus fort que nous. Donc, il faut se dire que, OK, peut-être il y aura des personnalités qui seront addictes aux écrans. Moi, en l'occurrence, je suis assez addict à mon téléphone. Donc, des fois, j'ai un peu du mal à faire la morale à mes enfants parce qu'aujourd'hui, les problématiques d'écran, elles sont sociétales. Donc, en fait, il faut plutôt se poser la question autrement et puis aussi arrêter de projeter sur leur vie future. Si vous avez des conversations intelligentes là-dessus, si vous expliquez les modes de fonctionnement, les pourquoi, du comment, dans des moments, pas dans les moments où ils ont envie de les regarder, bien entendu, dans des moments où on se balade, où on discute, où on crée des liens de qualité, vous verrez qu'en fait, ils ont souvent des notions de ce qui est bien et pas, mais aussi, ils peuvent aussi vous expliquer le pourquoi ça génère autant de plaisir pour eux. Et donc, vous pouvez en prendre en tenir compte et en fait, peut-être trouver d'autres leviers que les écrans pour pouvoir les faire avancer. Souvent, ils s'ennuient, souvent, ils ont du mal à s'occuper et souvent, on est, nous, très occupés dans nos vies. Donc, moi, je me dis toujours, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui sur le groupe. euh, Moi, mes enfants, ben, par moment, je suis très occupée. J'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup partager. Je fais plein de choses. Voilà, je fais plein de choses à la fois dans le travail, dans le milieu associatif, etc., etc. Et puis, des fois, ben, je suis à la maison et puis, ben, je suis sollicitée par mes enfants. Ben, je suis occupée, je fais quelque chose. Enfin, donc, eux, il faudrait qu'ils apprennent à s'occuper tout seuls, tout le temps. Et quand ça ne nous plaît plus qu'ils soient devant des écrans, il faudrait qu'ils s'arrêtent instantanément, je caricature un peu, mais des fois, c'est pas loin, qu'ils s'arrêtent instantanément pour être à notre disposition quand on est disposé. Donc, vous voyez, il faut toujours contextualiser les choses. Là, on parlait d'un adolescent, bien entendu, un enfant de 6, 7, 8 ans, vous ne les mettez pas dans les écrans. Et là, vous prenez de votre énergie et de votre temps pour passer du temps avec eux. Jouer, leur apprendre. L'autonomie, ce n'est pas inné chez personne. Alors après, il y a des enfants qui sont très autonomes, qui vont jouer des heures et des heures. Moi, mes enfants, ils n'ont jamais joué des heures et des heures. Même encore aujourd'hui sur les devoirs, ils ne sont pas autonomes. Ils ont 13 et 16 ans. Ils ont besoin d'accompagnement parce que ça fait partie de leur conditions et pour l'instant, leur cerveau ne leur permet pas encore d'avancer au rythme de certains autres enfants. Donc, il faut prendre tout en considération. Donc, quand on a peur, donc ils regardent des écrans, ils vont devenir accros et addicts. Il bâcle ses devoirs, il n'aura pas de scolarité, il n'aura pas d'avenir. Il s'oppose, il répond, il va devenir irrespectueux avec toute autorité autour de lui à l'avenir. Tout ça, ce ne sont que des projections de nos peurs, celles qui nous imposent d'être des fois trop autoritaires avec nos enfants. Et nos enfants ne comprennent pas l'autorité abusive.
Et en plus, ils en font une réaction en chaîne. Donc souvent, c'est pas ce qu'on veut faire, évidemment, et tout part toujours d'un bon sentiment de notre part de maman. En fait, on alimente quelque chose dont on a peur. On va menacer, on va punir de façon peut-être des fois déraisonnable, excessive, parce qu'en fait, on a tellement peur qu'on préfère en fait préserver quelque chose, et en fait, notre enfant, il comprend pas forcément. Après, il y a des autorités qui peuvent fonctionner, mais ça va être l'autorité par la peur. Donc, l'enfant, il sera peut-être assez sage ou il va pas faire de vagues, mais en même temps, il va cumuler en lui une espèce de peur de l'autorité et, il envisagera difficilement les choses pour lui-même parce qu'il va être toujours alimenté par cette peur. Donc, il va avoir peur de sa relation aux autres, aux adultes, à l'autorité, dans ses relations professionnelles. Il faut vraiment faire attention. Une clé, enfin, si ce n'est la clé à utiliser, c'est d'être le plus factuel possible. Donc, arrêter d'avoir des peurs d'anticipation et d'être dans le présent. Traiter la situation dans l'instant. Ce n'est pas parce qu'on vous raconte qu'ils sont accros aux écrans qu'ils ne feront rien de leur vie et qu'ils finiront enfermés dans leur chambre. La plupart du temps, les enfants, ils ont d'autres activités, ils ont des relations sociales extérieures. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, ben déjà, les enfants sortent moins seuls, il y a on a moins d'espace pour les enfants. En revanche, ils ont un espace illimité avec des relations aux autres sur les réseaux et sur les jeux. Et c'est le monde d'aujourd'hui, en fait. Ça n'a même rien à voir stricto sensu avec nos enfants. Qu'en fait, il y a toujours des confusions. Bien entendu, il faut faire attention. On doit mettre en sécurité nos enfants et on doit leur donner des valeurs et on doit les aimer. Mais le monde est comme ça aujourd'hui. Nos enfants ne sont pas des victimes plus que d'autres de ce monde-là. Tous les parents ont des difficultés aujourd'hui avec les écrans. D'une part parce qu'eux-mêmes ne les comprennent pas ou ont peur parce que on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne connaît pas encore. Il y a tout le monde fait des grandes théories, mais on ne connaît pas encore les résultats de ce que ça va produire. Donc, bien sûr, on se pose des questions, on s'interroge, mais il faut qu'on arrête d'anticiper des choses qui n'existent pas. Donc, moi, je vous propose vraiment de réfléchir à traiter la difficulté sur l'instant, sans imaginer ce qui va se passer dans le futur, n'est-ce pas? Des fois, vous avez des enfants, ils ont 7, 8 ans, et vous les imaginez dans des projections d'adultes, de relations au travail, ils ont 7, 8 ans. Ils ont tout le temps d'apprendre, de gérer, de savoir ce que c'est. Si vous mettez en place le bon cadre. Donc déjà, pas celui de la peur. Je sais que c'est pas facile. On est parents, on a peur, c'est instinctif, mais on n'est pas obligé de suivre et de subir cette peur. On peut revenir au présent et au réel. Donc, pour continuer, c'est OK pour vous? Ces principes, vous êtes bien sage. Vous ne me dites pas. J'espère que, voilà, que je ne vous ai pas assommé avec ce que je vous raconte, que vous n'êtes pas en train de dormir pendant tout ce temps et que vous comprenez ce vers quoi je veux tendre. Moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Vous inquiétez pas, c'est haut, c'est bas, ces questions, je me les pose encore. J'ai juste installé des correcteurs de trajectoire qui fonctionnent. Merci, merci Cynthia, merci Tiffany. J'ai mis des correcteurs de trajectoire qui fonctionnent et qui me permettent en fait de vivre l'instant présent et de ne pas me projeter sur des choses inutiles en fait qui justement m'embrouillent et ne me font pas voir la réalité des choses. Donc, on a aussi là on a parlé de l'autorité, donc comment on pose notre autorité, il y a aussi le point de vue du respect. Parce que, effectivement, et ça je ne vais pas vous dire le contraire, le trouble, le TOP, le TDAH, ben, créer des comportements et des façons souvent de parler qui sont dans la provocation, parce qu'on estime être de la provocation.
et donc de l'irrespect, parce que l'adulte, c'est bien simple, on est toujours sur nos fameuses croyances, l'adulte doit être respecté, et dès que en fait, l'enfant dépasse cette frontière, ce problème d'irrespect, et c'est comme avec l'autorité, on en fait un fer de lance sur oui, mais dans l'avenir, il faut falloir avoir du respect, etc., etc. Chez nous, le respect, évidemment, c'est une valeur phare. Du coup, plutôt que de m'énerver sur le manque de respect, déjà, je fais toujours la part des choses entre trouble, donc moment de crise, moment de déclenchement, et vraiment des moments où il n'y a pas lieu et qu'on peut trouver une jauge différente par rapport à ça. Je ne me pose jamais la question de savoir si mes enfants me manquent de respect. Parce qu'en fait, je sais très bien que mes enfants ne veulent pas me manquer de respect. Je sais très bien que mes enfants, à un moment donné, sont dépassés par leur propre situation, par leur propre état. Donc, ce qu'on interprète souvent comme un manque de respect, c'est souvent un autre point de vue. Parce que bien souvent, quand on est dans la friction, on a un point de vue extrêmement arrêté sur ce qu'il faut faire avant même qu'il y ait les noms d'oiseaux. Vous voyez? Donc en fait, à un moment donné, nous, c'est notre avis, eux, c'est leur. Donc si on reprend cette histoire de bah, il veut des écrans, c'est le truc facile là qui me vient, mais moi, j'ai pas envie de lui en donner. Qui a tort, qui a raison en fait, à quelque part? Chacun de son point de vue a raison. Donc, lui, il va défendre son point de vue, accentué par son trouble, si nous, on n'arrive pas à avoir le bon point de vue sur le moment pour eux, vous voyez. Et donc, en fait, personne n'a tort, personne n'a raison. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément interpellée. Pour moi, en fait, j'avais forcément raison. Mais en fait, de chaque point de vue, tout le monde a raison. Et quand vous avez des enfants qui ont un TDAH, qui ont un TOP, qui ont donc ce cerveau qui veut imposer d'avoir raison parce qu'il y a une difficulté de flexibilité, vous voyez? C'est-à-dire que là, nous, il faut déployer de la souplesse. Il faut déployer de la souplesse et de la flexibilité. Et c'est pas toujours facile. Je sais, je vais pas, on est bien d'accord. Tout ça, c'est pas que de la théorie, je le pratique, mais c'est pas toujours facile parce que des fois on est déclenché et puis on n'a pas envie d'entendre ça et puis voilà. Mais bien souvent, on se déclenche aussi pour des choses comme il me regarde pas dans les yeux, ou il va se mettre à sourire, ou il va avoir tout ce qu'on prend comme de la provocation et de l'irrespect, on va tout de suite monter dans les tours pour ce genre de situation. Et en fait, c'est pas forcément ça. Par exemple, des fois, ils n'arrivent pas à regarder dans les yeux parce que c'est un débordement sensoriel. Ils y arrivent pas en fait. Ça part dans tous les sens parce que dans leur tête, ça fuse. Euh, ils, euh, comment dirais-je, ils se mettent à rigoler. Ça, vous avez ça, tout moi, ça m'arrive tellement souvent. Alors que maintenant, c'est surtout avec les deux, hein, mais c'était surtout avec mon numéro 2, c'était plus fort que lui en fait. Dès que je me mettais en rogne, en colère, etc., il souriait, et en fait, parce qu'il n'arrivait pas à gérer la situation. Donc en fait, plutôt que de mal le prendre, je le vis comme si ça n'existait pas. Je vais vous expliquer, par exemple, le matin. Le matin, souvent, c'est le matin et le soir. Il y a tout un tunnel hein, dans nos journées, en plus en fonction de l'âge des enfants, que ça change. Mais en fait, euh, je vois le matin, en fait, j'ai décidé que j'avais une espèce d'armure anti-matin. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Parce que je sais que le matin, en fonction des moments, des difficultés, de ce qui a pu se passer, etc., ils peuvent être ou adorables ou insupportables. Donc, ou séparément, ou tous les deux ensemble. Donc, moi, en fait, j'ai adapté mon rituel du matin pour qu'il y ait ce sas ou, parce qu'avant, on s'énervait tout le temps, enfin, je criais, on criait, ça pleurait, ça riait, enfin, ça partait tout le temps dans tous les sens. Et où, en fait, il y a ce moment privilégié
où en fait je suis là pour eux, peu importe. Et donc j'ai abaissé complètement mon niveau d'attente par rapport à ça. Et du coup, bah, ça se passe bien des fois, ça se passe pas bien des fois, ça se passe moyennement des fois. J'ai pas de quantification par rapport à ça. Parce que pour moi, dans mon objectif, c'est toujours de me dire, OK, je ne peux pas accepter d'être dans cet état-là, de les mettre dans cet état-là, eux aussi, et donc je décide que ça n'existe pas. Donc pour moi, j'ai un sas, ça n'existe pas. Du coup, moi, les matins, je les vis beaucoup mieux. Et des fois, ça part en sucette, des fois, ça m'arrive encore de crier, mais je redescends assez rapidement et je vais aller faire ces choses quand je vois qu'ils sont perdus, qu'ils n'y arrivent pas, de les aider à ranger, à faire leur sac. Bon, maintenant, le grand, c'est plus du tout ça, mais ou à le sortir du lit, à discuter avec lui, à essayer de trouver des combinaisons pour amener les choses différemment. Et du coup, je n'estime pas que mon autorité est bafouée. J'estime juste que je fais en sorte qu'il y ait un équilibre pour que tout le monde soit OK et pour que eux, en fait, ils se rendent compte de quels sont leurs besoins, de où ils vont, de comment ça peut se passer pour eux. Oui, je répondrai à ta question tout à l'heure pour parler en fait de savoir s'il a raison ou tort. Je ne, enfin, j'en parlerai après. Je vais terminer là-dessus. Donc en fait, quand un enfant s'oppose ou quand un enfant provoque, c'est quelle est la... Moi, je me pose jamais la question de savoir quelle est la part de l'opposition, quelle est la part du trouble. Parce que quand vous cherchez la frontière, vous voulez qu'il y ait une limitation à quelque part. Et donc, en fait, on est trop, on fait trop de... Comment je pourrais vous dire ça? On essaye trop de faire des distinctions et ces distinctions, en fait, elles nous empêchent d'être pleinement euh, concentrés sur effectivement ce qui peut se jouer à l'intérieur d'un enfant ou d'un jeune. Donc, il faut vraiment euh, prendre l'étiquette de l'irrespect un peu avec des pincettes parce que c'est vraiment important de bien se rendre compte que le trouble, c'est vraiment quelque chose de présent. Vous avez un diagnostic, vous avez des faits de ce que vous vivez qui sont réels. Donc oui, c'est épuisant, mais c'est aussi épuisant parce que on veut un peu combattre cette chose-là. Donc, il y a une vraie importance pour moi qui est significative, qui est celle d'accepter, de reconnaître le trouble comme faisant partie d'un fonctionnement, mais pas de la personnalité. C'est deux choses différentes. Le trouble, c'est un fonctionnement et c'est pas la personnalité. Et vous savez, moi, je vis avec un adulte, TDAH. Ça fait 23 ans qu'on vit ensemble. Ça fait 6 ans qu'on sait qu'il est TDAH. Euh, Quand il y a des périodes de crise, alors c'est plus des crises externes quand on est adulte, c'est des crises internes. C'est, on se rend compte que le trouble se renforce et que ce n'est pas la personnalité. La personnalité, elle est toujours. J'aime bien aussi faire ce parallèle avec les adultes parce qu'on est très concentré sur nos enfants et sur l'éducation. Mais un adulte qui vit une période de crise, c'est extrêmement difficile pour lui parce qu'en fait, ou pour les autres de le voir parce que c'est la même chose en fait. Moi, aujourd'hui, quand il y a une crise adulte, ben, il faut que je fasse le distinguo entre le fonctionnement TDAH top qui est alors, il n'y a plus de top, mais bon, des fois, la flexibilité, c'est un peu pas simple non plus. Le fonctionnement et sa personnalité, parce que je connais sa personnalité. Quand tout est calme, quand tout est apaisé, quand tout va bien, la personnalité, elle est nickel. Mais dès qu'il y a des frictions, des problématiques, des tensions, de la pression, des choses qu'il n'arrive pas forcément à gérer, ou qui est rattrapé par son système neurologique par rapport à son TDAH, eh ben, je suis obligée de faire la différence entre les deux. C'est la même chose. Et c'est encore pour lui, pour une personne
quand vous avez des enfants, vous avez cette chance qu'ils soient diagnostiqués jeunes. Donc, on a tous les leviers à notre disposition pour bien dissocier les deux. Donc, ça signifie que nous, on a dans l'obligation, en tout cas le devoir, ou enfin, peut-être qu'on peut se faire, de ne pas nourrir le trouble. Ça, c'est ce qui est le plus dur, par moment. C'est vraiment ce qui est le plus dur. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas nourrir le trouble pour éviter l'escalade. Parce que rentrer dans un rapport de force avec l'opposition ou avec l'impulsivité ou que sais-je, ça va pas forcément fonctionner. Ça va même pas fonctionner du tout. Et souvent, nos enfants viennent s'excuser et nous parlent de leur situation de victime eux-mêmes de leurs troubles. À ce moment-là, c'est aussi à nous d'accepter ça. Parce que moi, j'entends souvent, oui, mais il se victimise, oui, mais c'est pas normal. En fait, il se victimise pas, il est victime de la situation. Donc ça, c'est à nous aussi de comprendre ça et de l'intégrer pour pouvoir en fait travailler ces leviers pour éviter que ça ne se reproduise ou espacer le temps de crise ou ne plus utiliser certaines façons d'être pour déclencher les choses. Parce qu'en fait, on a notre posture. Des fois, on ne veut pas s'en départir. Et comme on a notre posture et qu'on ne veut pas s'en départir, eh bien, nous aussi, on alimente en fait la relation et on peut peut-être la détériorer à cause de ça. Donc, séparer le trouble de la personnalité. Je t'aime, mais je n'accepte pas que le trouble dirige notre relation. On met le trouble au centre. On ne le met pas sur le dos de la personne qui le vit. On le met au centre et comment on peut gérer ça. C'est une vraie différence en fait. On ne rejette pas le trouble sur la personnalité qui en est porteuse. On sépare les choses. Je t'aime, je te fais confiance. Mais ce qui se passe avec le trouble, ça c'est compliqué. Et je ne veux pas que ce soit ça qui dirige notre relation, je veux que ce soit ta personnalité. Donc en fait, on reconnaît la personnalité. Moi, souvent, je vous entends, ils sont géniaux, ils sont créatifs, ils sont super, ils sont si, mais il y a ci, mais il y a ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que, en fait, on confond trouble et personnalité. Donc moi, je sépare systématiquement. Ça m'aide énormément. Parce que du coup, les enfants, mes enfants, les autres enfants comprennent que, en fait, ce n'est pas eux que j'attaque. Ce n'est pas à eux que j'en veux, si je dois en vouloir à quelqu'un. Je ne les confonds pas avec ça. Et il n'y a plus ce système de oui, mais tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes jamais. Parce que je sais, quand il y a eu une grosse colère, quand il y a eu une grosse crise, quand il y a vraiment, et puis quand ils grandissent, qu'ils deviennent forts, qu'ils peuvent vraiment. En fait, on leur en veut à eux. Et eux, ils ont mal de ça. Moi, mon mari, je reviens à ça pour vous faire des analogies, quand ça va pas, ou quand des fois il a une crise dopaminergique et puis qu'il ne se souvient plus exactement de ce qu'il a dit et tout, il s'en veut terriblement. Et c'est cette marque qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, les personnalités s'en veulent terriblement. Elles ont honte de la situation. Donc c'est bien de séparer les choses. Je t'aime, toi, ta personnalité, je l'adore, ça me plaît. Le trouble, aujourd'hui, il dirige des choses, il fait des choses qui n'est pas OK. On va travailler là-dessus. Mais toi, il n'y a pas de souci. On peut accentuer sur les qualités, etc., etc. On ne reste pas accroché. Vous voyez ce que cette histoire d'autorité et de respect, ça nous oblige à rester accrochés à des choses qui, qui, qui ne nourrissent pas la relation, mais qui nourrissent le trouble. Donc, c'est un positionnement éducatif qui est à revoir. Donc, évidemment, ce sont des généralités. Chacun, et c'est pour ça que je répondrai à ta question après, chacun vit les choses de façon différente. Il y a aussi, moi, je trouve aujourd'hui que c'est comme un spectre aussi. Il y a aussi des comment dirais-je, c'est un panel, en fait, ça peut aller de très faible à très fort. Ça peut aussi augmenter, réduire en fonction des moments, en fonction de la pression. Donc, il faut vraiment de l'âge, il faut vraiment faire attention. C'est pas
il n'y a pas de science exacte, il y a des moments à vivre, il y a toujours des zones de turbulence, des moments plus difficiles, mais vraiment, cette séparation entre le trouble et la personnalité, ça change vraiment beaucoup de choses dans ce que vous envisagez et dans la relation que vous allez pouvoir avoir avec vos enfants. Ça, c'est une évidence. Et avec d'autres adultes qui seraient TDAH. Donc, en gros, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut revoir son positionnement éducatif. Donc, l'idée, c'est de passer de la peur à la confiance. C'est passer du contrôle à l'accompagnement, de la projection sur l'avenir à la gestion du présent. Donc ça, c'est vraiment des leviers que vous pouvez utiliser, que vous pouvez travailler. C'est des leviers qu'on travaille dans le programme que je propose aux mamans. C'est vraiment l'accompagnement, il est vraiment là-dessus parce que ça prend du temps, parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'introspection, ça demande de travailler régulièrement sur ces questions-là pour, comme je vous le disais, avoir ce correcteur de trajectoire que vous remettez en place beaucoup plus facilement. Donc, vous êtes plus au clair quand vous avancez comme ça. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et puis, c'est pas à pas. C'est une petite victoire après une petite victoire. Des rechutes, des nouveautés, des moments où vous ne comprenez plus parce que en fait tout repart, vous avez l'impression d'avoir eu des avancées, puis tout repart en arrière. C'est le système neurologique qui est instable, qui est ainsi fait et qui vit des émotions très intenses et donc qui des fois a des répercussions qui sont pas OK, effectivement. Mais petit à petit, à force de relativiser, de vivre dans le présent, de factualiser, en fait, vous avancez vers une autre direction dans votre relation avec vos enfants et dans votre relation familiale avec les autres également. Donc, pour conclure par rapport à tout ça, l'autorité, pour moi, ça ne veut pas dire faire plier mon enfant, ça ne veut pas dire que j'ai raison. L'autorité, c'est autre chose. C'est plutôt de rester le plus juste possible, le plus factuel dans le présent et avec de meilleures chances de construire le sien de présent. Parce que quand vous êtes dans l'avenir, si on revient à cette première étape, vous ne construisez pas son présent. Vous anticipez, donc vous lui parlez de choses pour lesquelles il n'a aucunement conscience. Et du coup, en fait, c'est comme si vous n'agissiez pas réellement. Donc, toujours la même chose. L'idée, c'est de changer d'état d'esprit, changer de posture. Et à ce moment-là, vous allez transformer la relation, mais bien souvent aussi l'avenir que peut-être on craint. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon expérience et celle que je transmets aux autres mamans, je vois des résultats. Et comme je vous le disais, je vois les résultats dans le sens où chacun les adapte à sa propre famille, son propre état d'être. Je n'ai pas la science infuse de comment il faut faire. Ce que je peux vous donner, ce que je vous donne, c'est des outils de compréhension de la situation pour pouvoir, en fait, et d'acceptation, de compréhension et d'acceptation des situations pour pouvoir avoir des leviers réels dans le présent. Voilà ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui au travers de cette conférence pour que vous puissiez en fait prendre du recul, prendre conscience. Donc comme je vous le disais, c'est pas une science exacte, c'est juste on se pose de meilleures questions. On sort de son schéma, on arrête de parce que plus vous êtes dans votre roue et vous croyez que ça va fonctionner et plus vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, vous vous épuisez. Et puis vous vous en voulez, et puis vous en voulez à vos enfants, et puis vous en voulez aux troubles. Ça, c'est pas OK. Pour vous, en tout cas. Parce que vous avez aussi droit d'être sereine et épanouie. Donc, pour répondre à ta question, Skren, je ne connais pas ton prénom. Avant de conclure, et puis de répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Ah, Séverine, ah, c'est toi, Séverine.
Séverine que je connais, oui, d'accord. Alors, Séverine, tu as du mal à voir qu'il a raison quand son fils de 16 ans joue et parle jusqu'à pas d'heure, nous empêche de dormir et ne se lève pas pour aller à l'école le lendemain. Oui, alors, ça, c'est sûr que c'est une problématique qui engendre en fait le fait que là, on te prive de sommeil parce que l'autre ne fait pas attention à toi. Et qu'il y a aussi le fait de se, comment dirais-je, de ne pas aller à l'école. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir aller en profondeur par rapport à ça, mais en gros, il a sa manette de jeu ou il a son téléphone, l'un ou l'autre, et il ne s'arrête pas. Et en plus, il parle fort, etc. Donc ça, bon, il faudrait discuter avec lui, euh, peut-être là pendant les vacances, de savoir en fait est-ce qu'il a conscience de ce qu'il fait, de comment, de ce que ça produit. Est-ce que de quoi, quelles sont ses peurs, quels sont ses besoins aujourd'hui, et comment en fait dans des valeurs familiales communes vous pouvez vous entendre. Parce qu'en fait, ça aussi, quand ils grandissent, il y a une façon Donc, il s'en fout. Alors, il s'en fout de quoi? Il s'en fout que tu ne dormes pas, c'est ça? En fait, il est vraiment dans la provoque tout le temps. Là, il faut que je réfléchisse à... Il faut que je vois. Parce que... Et d'être exclu. Oui, oui, mais parce qu'en fait, là, il y a quelque chose... Il est quoi? Il est en première. Donc, il y a un enjeu, il y a un enjeu scolaire. En fait, soit effectivement, il a une heure où il peut plus. Deuxième année de CAP, oui, donc bah, il y a l'enjeu de l'examen. Donc là, son cerveau est en train de lui dire qu'il y a cet enjeu de l'examen et que voilà. Donc je comprends un peu mieux, à mon sens. Hein, de toute façon, pareil, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce que je viens de ressentir là. En fait, il y a la deuxième année de CAP, donc il y a l'examen qui va arriver, et donc là, il est en fuite parce que il n'a pas suffisamment confiance en lui et il pense qu'il va pas y arriver. Donc là, il s'en fout de tout, il va provoquer, enfin, le trouble, c'est le trouble hein, qui se met en route, il va provoquer. Donc je pense que là, il faut que tu joues la partition de, écoute, moi, je t'aime comme t'es, toi, t'es un super jeune, génial, donc tu lui mets toutes ses qualités de personnalité en perspective. Le trouble, donc ça, c'est important, faut voir le trouble, qu'est-ce que ça fait, donc ça provoque et tout, que tu lui expliques. Alors ça va pas marcher tout de suite, il va falloir faire ça, les choses en fractionné, et les résultats, c'est ça, mais que toi, ton job, c'est de le mettre en sécurité et de lui donner tout l'amour que tu peux. Donc il faut vraiment que tu scindes, donc comme je disais, les trois choses. Et c'est souvent ça qui a du mal parce que, en fait, toi, tu dis, ben ouais, mais moi, je peux pas accepter qu'il me fasse ça. Donc, en fait, c'est pas lui qui te fait ça, c'est le trouble. Donc, il est en trouble exacerbé là, parce qu'il y a cette deuxième année. Donc, en fait, il se dit, bah, c'est cool, si je l'exclus, j'ai plus le CAP. Enfin, tu vois, j'ai plus le CAP, euh, j'ai plus le CAP, j'ai plus rien à penser. Je peux jouer à mon jeu parce qu'en fait, quand je suis dans mon jeu, je suis total détendue ou je suis avec mes potes, je suis total détendue parce que j'ai zéro pression. Parce qu'en fait, là, ce que je ressens, et c'est beaucoup de personnalités avec un TDAH top, la pression est un très gros amplificateur de situations négatives. Donc, ce qu'il faudrait, c'est voir s'il y a un soutien psychologique pour pouvoir parler de ça. Mais toi, il faut vraiment que tu sortes les deux, voilà, que tu sortes le trouble, lui, la personnalité, et que tu sois inquiète, c'est normal, mais il ne faut pas que cette inquiétude, elle prenne le dessus. Il faut que l'inquiétude, on a toujours un fond d'inquiétude, on est maman, il faut que l'inquiétude, elle te permette de trouver les meilleures solutions. Tu vois. Et lui non plus, je pense qu'il n'a pas réellement envie d'être déscolarisé. Mais il ne faut pas que cette inquiétude, elle prenne le dessus. Parce qu'en fait, si toi, alors,
mon point de vue toujours, si toi tu montres ton inquiétude, je veux dire, ça ne rassure pas ton enfant. Donc lui, ça l'amplifie dans son trouble et dans la façon dont il va le gérer. Euh, Là, je vais reprendre l'exemple avec mon mari, parce que j'aime bien vous faire cette analogie, parce que finalement, il est adulte, mais il n'a pas été diagnostiqué et il vit avec toutes ces choses qu'il a entendues sur lui, sur l'autorité qu'on a voulu lui faire avoir, sur cette incompréhension qu'on avait de lui et de se faire entendre. Et en fait, c'est que, en gros, la pression qu'il ressent, c'est tellement au-delà de lui qu'il est incapable de l'exprimer. Et c'est ça où quand nous, on confond les choses, c'est comme ça que moi je le vis et que je le ressens, en fait, on empêche d'exprimer exactement le fond de la pensée. Parce qu'on se focalise sur j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la déscolarisation, j'ai peur qu'il n'y arrive pas. Là, en l'occurrence, mais ça peut être totalement autre chose. Faites confiance. Faites confiance et ne vous laissez pas dépasser par le trouble. Je sais que c'est difficile, mais ne vous laissez pas dépasser par le trouble. Voyez toujours la personnalité, jouez sur la personnalité. Qui est victime du trouble? Victime, ou plutôt qui subit le trouble. Parce que c'est là-dessus que vous avez un levier et c'est là, en fait, on peut jouer sur abaisser le trouble réellement et comprendre les choses. Mais si on veut absolument impacter le trouble, gagner là-dessus, ça a été une grande révélation dans ma vie, c'est que je ne peux pas combattre le trouble. Ça ne marche pas, je perds. Donc je m'épuise, donc je manque d'énergie, donc je vois plus les choses de la bonne manière, donc j'ai peur, donc je vais tout contrôler parce que comme ça ira. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller de plus, enfin, de réfléchir à cette chose-là. C'est une chose dont j'ai pris conscience et qui m'a énormément aidée. Voilà. Et comme je vous le disais, je vous accompagne là-dessus. Je vais vous mettre le lien, j'ai oublié, pour celles qui n'ont pas encore pris leurs 30 minutes avec moi pour qu'on discute clairement de leurs problématiques. C'est dommage, ça vous est offert. Et alors attendez voir, parce qu'il faut juste que je retrouve le lien où je l'ai mis. Évidemment, je ne l'ai pas préparé. Tac, tac, tac. Je crois qu'il est dans le groupe, mais bon, on va vous le remettre ici pour prendre votre rendez-vous. Mince, je ne l'ai pas là. Alors, attendez voir, on va refaire autrement. Paf. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Je vous écoute pour vos questions. Alors, en même temps, je vous mets le lien. Paf. Et voilà, vous avez le lien ici. Vous pouvez le copier-coller si vous voulez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Touk, touk, touk. Non, pas de questions. J'ai été si claire que ça. Dites-moi tout. Je suis à votre écoute pour une dernière question. Et puis sinon, je vais vous laisser à votre après-midi. Donc, non plus de questions. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions... Ah, pour rebondir, je dois dire qu'avec ta formation, j'ai appris à mieux gérer les émotions. Ah ben oui, le plus important, c'est ça, c'est gérer ses propres émotions et d'avoir une relation apaisée. Moi, c'est vraiment mon objectif pour vous toutes. Parce que plus vous aurez une relation apaisée avec vous, avec vos enfants, plus en fait il y aura d'un effet boule de neige sur la vie de nos enfants. Donc voilà, vous avez le lien, sinon vous le retrouvez dans le groupe, dans les épingles. Et je vous souhaite à présent une très très belle après-midi.
J'ai pris l'idée du petit carnet. Très bien. C'est parfait. Allez, je vous souhaite une belle après-midi. Au plaisir de vous revoir pour la prochaine conférence. J'ai trois, quatre thèmes là que vous m'avez fait, auxquels vous avez répondu. Et donc, je crois que le prochain, ça sera sur la fratrie. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.